Aujourd'hui à l'émission, comment l'industrie du porc a réussi à gérer 2 coronavirus. C'est au Québec qu'on élève le plus grand nombre de porcs au pays, quelques 7 millions par année. Une telle concentration de bêtes devient vite un terrain propice à la prolifération de virus et autres pathogènes. Alors comment les spécialistes de la santé animale arrivent-ils à contrôler et même parfois à éradiquer de nouveaux virus, le plus souvent sans vaccin? Février 2014, dans une ferme porcine de la Montérégie. Ce que les experts en santé animale redoutaient vient de se produire. Un tout nouveau virus attaque les porcs au Québec. L'ennemi, un coronavirus qui provient lui aussi de la Chine. Il venait de frapper aux États-Unis. On savait qu'il était extrêmement foudroyant. C'est très contagieux. 100% des porcelets affectés mouraient, il n'y en a aucun qui revenait dans une infection initiale. Comme pour la COVID-19 chez l'humain, les vétérinaires ne disposaient d'aucun vaccin pour affronter ce virus. Pourtant, les experts réussiront à le contenir et à l'éradiquer du territoire québécois. Un exploit. Cette crise a changé la lutte aux épidémies dans l'industrie porcine. La DEP, c'est la diarrhée épidémique porcine. Quand cette maladie entre au Québec, la province déclenche son plan d'urgence. En moins de 24 heures, les fermes porcines passent au code orange. Toutes rehaussent leurs mesures de contrôle sanitaire, ce qu'on appelle la biosécurité. Quant à la ferme infectée par la DEP, on lui impose le code rouge. On la coupe du monde, on la met en quarantaine. Dans une ferme infectée, ce qui va être bien important, c'est de ne pas repartir du site avec du virus. Donc, plusieurs mesures à mettre en place. Ce qu'on demande, c'est stationner le véhicule le plus loin possible de la ferme, première chose. En débarquant du véhicule, on met des pantoufles jetables par-dessus nos pieds et on va s'approcher du bâtiment comme ça. Les experts font face à un ennemi invisible dont le seul objectif est de se trouver des cellules saines pour s'y reproduire. Il est capable de s'accrocher aux plus fines particules. Et le virus aura toujours un avantage sur l'éleveur, son nombre. Imaginez un individu qui excrète de façon régulière des millions et des millions de particules virales. Donc, c'est pratiquement impossible de ne pas en avoir à sa surface. Il y a des principes de base qu'on ne peut pas échapper. Il faut absolument utiliser ces principes de base-là et de les appliquer. Donc, les mesures de quarantaine, contrôler l'entrée et les sorties, que ce soit l'eau, la nourriture, le matériel agricole, les animaux qui vont rentrer, il faut vraiment contrôler qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort pour éviter toute contamination possible. Mais il faut tout de même que le personnel essentiel ait accès au bâtiment, même en temps d'épidémie. La DEP a convaincu les derniers éleveurs à doter leur porcherie d'un aménagement bien particulier, l'entrée danoise. Cet aménagement s'avérera capital pour freiner le virus de la DEP. Le principe de l'entrée danoise, là, c'est dur à croire, mais c'est bien documenté scientifiquement. C'est vraiment à sa plus simple expression, là, c'est un banc. Donc, il y a un corridor. Il y a un banc qui empêche de continuer dans le corridor. Du côté extérieur du banc, on laisse nos vêtements, nos bottes. On s'assoit sur le banc sans que nos pieds touchent par terre. Puis de l'autre côté du banc, on met des bottes puis des vêtements de la ferme. On se lave les mains. Puis ça, là, c'est prouvé comme étant 99% efficace pour prévenir la transmission d'agents pathogènes à rentrer ou à sortir dans une porcherie. C'est bien connu, les virus ciblent les plus vulnérables.
Avant d'entrer au Québec, la DEP avait tué des millions de porcs aux États-Unis, des porcelets pour la plupart. Les jeunes porcs ont peu d'immunité naturelle à leur naissance, ce qui en fait des victimes parfaites pour le virus. Face à ce constat, les producteurs québécois ont répondu en rehaussant leurs mesures sanitaires. Les douches, par exemple, sont devenues obligatoires à l'entrée de bien des maternités. C'est sûr qu'on va mettre beaucoup l'emphase sur protéger le plus possible les maternités, mais il faut réaliser une chose. Les maternités vont attraper le virus, mais à partir des porteurs asymptomatiques. Puis les porteurs asymptomatiques, c'est les animaux adultes. Donc, on peut peut-être vouloir contrôler les plus jeunes animaux, mais inévitablement, ceux qui les contaminent, c'est les adultes. Donc, il faut aussi éventuellement s'adresser aux adultes et adresser, en fait, l'infection à toute la strate de la population, pas juste à une strate donnée. Tôt ou tard, un virus réussira malgré tout à déjouer les barrières de biosécurité. En 2014, il aura fallu des mois de surveillance et des milliers de tests pour détecter l'arrivée du virus au Québec. C'est un échantillon de fumier prélevé sur le quai d'un abattoir qui a permis de remonter la piste jusqu'à la ferme infectée. Il y en avait aux États-Unis, on savait que ça s'en viendrait. Donc, les abattoirs au Québec avaient pris l'initiative de commencer à faire des tests sur les kits de déchargement de façon périodique. C'est comme ça que le premier cas a été trouvé, parce que le producteur n'a pas vu de symptômes. Sur des animaux plus âgés, les symptômes sont beaucoup plus subtils. Souvent, ça passe inaperçu. C'est là que les tests sont très, très, très utiles. C'est de détecter les cas que les gens ne savaient même pas qu'il y avait. Les spécialistes de la santé animale sont catégoriques. Sans vaccin, seules des mesures sanitaires strictes ont permis d'éradiquer le virus de la DEP. Même succès pour un autre coronavirus apparu quelques mois plus tard au Québec, le Delta coronavirus porcin. Quelles leçons tirer de ces épidémies? Le docteur François Cardinal en voit deux. La première, c'est qu'il faut plus que jamais rester vigilant. À l'ère de la mondialisation des transports et de l'agriculture, les virus n'ont jamais aussi bien voyagé. Il va en avoir d'autres. Dans ma courte expérience en production porcine, à date, il y a une maladie importante environ à tous les 7 ans. La deuxième, c'est que face à des ennemis sournois, il faut multiplier les tests. C'est la clé du succès dans la lutte aux épidémies. Toute maladie importante qui arrive, c'est quelque chose qui va revenir de est-ce que c'est une possibilité de tester de cette façon-là pour détecter les cas avant qu'il y ait une masse critique trop importante puis qu'on ne soit pas capable d'en venir à bout ou que ça soit trop difficile. Je pense que si on n'avait pas fait des tests à l'abattoir comme ça puis des détections précoces des cas, oui, il y aurait eu une épidémie pas mal plus difficile à contrôler au Québec. Quand une maladie infectieuse frappe une population animale et qu'un pathogène se répand comme une traînée de poudre, on parle alors d'une épizootie. C'est l'équivalent d'une épidémie chez l'humain. L'une des plus importantes épizooties à avoir frappé les élevages, c'est la fièvre afteuse. Cette maladie s'attaque surtout aux porcs, aux bovins, aux moutons et aux chèvres. Elle cause une forte fièvre et le développement de boutons, qu'on appelle des aftes. Le virus de la fièvre afteuse est hautement contagieux. Il se propage dans l'air sur plusieurs kilomètres. La fièvre afteuse n'a pas frappé le Canada depuis 50 ans, mais elle tient toujours les vétérinaires du monde entier sur un pied d'alerte, car il surgit régulièrement de nouveaux foyers d'épidémie. Les volailles peuvent elles aussi être frappées par des épizooties. Les virus à l'origine de la grippe aviaire dans les élevages de poulets ou de dindons en sont de bons exemples. Les oiseaux sauvages constituent des réservoirs naturels des virus de la grippe aviaire. Ce sont eux qui, bien souvent, transmettent les virus de l'influenza aux oiseaux d'élevage. Certains virus de la grippe aviaire, comme le H5N1, ont aussi la capacité d'infecter les humains. Quand de tels virus franchissent la barrière des espèces, on parle alors d'une zoonose.